Moi, je m'appelle Léa, donc projet chez Commodore et artisté. Vous connaissez, qu'est-ce qui vous a donné envie de d'assister à ce moment-là? C'est chef de poste? Ce que je vous propose, c'est faire une présentation générale produit, et puis après faire un focus sur l'essai du salon et la partie géopolitique locale, surtout plutôt sur la partie marketing et système, et site web, avec un minimum de peut-être en introduction, un petit peu qu'est-ce que c'est les CMS, souscrire tous les mois payés en fait. Un petit peu développé en fait un terme chez les journalistes de presse, qui a été racheté par Jeff Bezos le début des années 2015. Donc en fait, pour lancer ce produit en interne, en fait, c'est quoi? C'est développer le produit je cherche les actifs. en répondant aux problématiques des relations sociales, la partie professionnelle. L'américaine, c'est-à-dire que c'est plate, trois sommets hiérarchiques. Qui permet d'organiser tout le travail de la rédaction, la planification des métiers, la relecture, différents steps, workflow, ça passe par les corrections, etc. Tout en étant très libre, évidemment, ça permet vraiment de qualifier le jour le jour et bien l'opportunité de mettre produit, que ce soit sur le site web, mais également il y a des possibilités pour faire le système avec pour les journaux en fait, faire le travail des stores, les voilà. Je voudrais un petit peu je laisse évidemment les équipes de j'imagine qu'ils sont que c'est nécessaire. Voilà, j'ai rien particulièrement de un exemple, on a formulé en façon à marcher, je souhaite passer un champ qui ne nous intéresse pas parce qu'on n'a pas besoin de projet, c'est pas possible, c'est pas la moindre chose. Nous voulons travailler avec ce en revanche, c'est intéressant, c'est qu'ils ont, je pense, 300 développeurs originellement c'est assez simplifié, ils ont fait régulièrement tous leurs clients et voilà, c'est tout ce que les gens demandent de passer comme ça et on va pouvoir passer des appels c'est là où on va faire un peu de chemin avec la seule chose, c'est que bien évidemment, si on veut jouer sur les styles, voilà, il va falloir faire pardon? Tout à fait. Toute la partie frontale, en fait, est libre, créer ses blocs, les présenter comme on souhaite, et après, les augmenter en données, finalement, on va travailler avec les avis de la disposition. Qui vont permettre de requêter un article, qui vont permettre de requêter une liste d'articles.
artificiels en fonction de critères tels que la catégorie, tels que voilà, le sous-titre, si j'ai un article vidéo, un article de podcast, etc. Je vais vous illustrer tout ça. Déjà, je vous fais un petit peu la présentation générale. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ça marche assez fort parce que alors, c'est ce qu'ils disent, les chiffres d'aujourd'hui, c'est environ 1500 sites qui tournent sur Artisté. Et puis, c'est même devenu, si je ne dis pas de bêtises, la troisième source de revenus de Washington Post. Évidemment, c'est une vraie source de revenus. La troisième source derrière la publicité, bien sûr, et puis les abonnements. Je ne sais pas exactement dans quel ordre, mais voilà, là, ça reste quand même des bonnes perspectives d'avenir, je pense, sur le cas. C'est surtout implémenté aux États-Unis et en Amérique en général. C'est pas mal utilisé en Amérique du Sud et ça arrive en Europe. Voilà, donc le but, c'est un travail en France pour implémenter cette solution auprès des grands médias français. Et pour terminer, alors, ils essayent aussi, moi j'ai personnellement pas encore vu exactement comment ça fonctionnait, mais ils ont lancé une brique e-commerce. Ils veulent aussi voilà, essayer d'attaquer le marché e-commerce en proposant un article tunnel d'achat, Est-ce que sur la petite présentation générale, ça vous semble clair? Est-ce que vous avez des questions à ce stade? C'était pas mal de pratiquement. C'est vraiment orienté au secteur de l'édition. Ouais, initialement c'est ça, c'était vraiment classique, c'est les médias. Et puis, vraiment ils essaient de diversifier, donc ça peut être utilisé en tant que CMS classique pour faire un site institutionnel par exemple, mais finalement on perd un peu tout l'intérêt de la spécificité des médias, telle que la qualification, etc. Et puis sur le e-commerce, voilà, c'est tout nouveau, donc finalement je ne peux pas trop vous en parler là-dessus, mais à la base, effectivement, c'est vraiment orienté. L'avantage pour les rédactions étant que vraiment, on peut pouvoir développer l'efficacité, notamment sur le plan organisationnel. Il faut aussi, je pense, réduire leur coût en interne, parce que finalement, l'hébergement il est inclus dans la souscription. Je n'ai pas besoin de m'embêter à me dire il faut que j'augmente ma capacité serveur, c'est un coût de charge. Ce qu'ils sont vraiment, c'est leur valeur ajoutée, que la rédaction des papiers, évidemment, c'est une équipe qui est en intervention pour faire évoluer ces besoins, mais je pense que du coup, c'est vraiment, c'est aussi un des intérêts et un des gros points forts qui est en avant par la solution. Ce que vous voyez à l'écran, là, c'est finalement c'est le back-office industriel avec l'intégralité des droits, sachant qu'il y a finalement des briques aussi, des modules qui ne vont pas être utilisés par les journalistes. Comme ça vous donne une vue d'ensemble. Donc tout un tas de modules, on ne va pas évidemment tous les passer en revue, mais simplement je vais expliquer ceux qui sont à mon avis les plus importants. On a le composer, ça s'appelle le composer, en fait c'est finalement ici je vais rédiger mes articles, je vais retrouver la liste de tous mes articles. Je vais vous montrer rapidement des exemples, on va partir sur composeur de l'analyse du contenu. Vous voyez, en fait, l'idée c'est de pouvoir filtrer, retrouver mes papiers et ensuite les exécuter. Ce qui est plutôt sympa d'un point de vue rédaction, c'est de faire quelque chose de très simple et rapidement. Donc, c'est du work like, en gros, c'est-à-dire que dans un éditeur de texte, on va avoir accès à un tas de fonctionnalités, etc. Et ce qui est vraiment cool, c'est que je vais aussi avoir la possibilité d'embarquer ce qu'on appelle des embeds. Les embeds, ça va être notamment tous les posts des réseaux sociaux. Typiquement, je vais citer un Twitter, un Facebook, Instagram, etc. Ça vient intégrer dans la solution. C'est-à-dire que soit un widget dans lequel je vais simplement renseigner l'URL de mon tweet, automatiquement, c'est mis à forme sur le back-office, je peux l'afficher sur le front-office, je n'ai pas à m'embêter à intégrer ça. Et malgré tout, alors évidemment, ils ne supportent pas l'intégralité des embeds disponibles sur le marché. Donc, si moi, je travaille avec un fournisseur vidéo particulier qui n'est pas YouTube, qui n'est pas Dailymotion, potentiellement, il n'est pas disponible en natif ou en rap. J'ai la possibilité malgré tout de rajouter mes propres embeds pour venir intégrer mes posts. Donc ce qui est plutôt pas mal. Je parlais de pas de possibilité de mettre à jour le back-office, donc typiquement je ne pourrais pas dire que je vais changer le mode des embeds, etc. En revanche, sur la partie contenu, notamment la partie embed, il y a quand même un petit peu de souplesse pour pouvoir intégrer
Voilà, donc très rapidement, on va surtout se concentrer comme je disais là sur la partie blog, mais on fait quand même des petites rédactions rédaction d'articles, les retours qu'on a des utilisateurs avec qui on travaille, c'est vraiment effectivement très simple, très clair, c'est organisé par délai, voilà, je planifie mon article, je lui assigne une catégorie ou plusieurs, je mon article, j'ai un onglet ici où je peux rajouter des tags, ce genre de choses, je gère mes médias qui vont apparaître l'image principale, la vidéo principale de l'article, je planifie ma publication et c'est terminé, je peux passer à l'étape suivante. Donc ça c'est vraiment je pense une des forces vis-à-vis des utilisateurs finaux que sont les journalistes, c'est la simplicité de rédaction. Voilà, sur les autres modules, donc il y a toute la partie photothèque, c'est un photo center, c'est pas mal fait aussi. On est vraiment sur le concept de médiathèque assez classique, et puis donc, je vais pouvoir retrouver l'intégralité des médias photos. Je vais pouvoir, pour chacun de ces médias, y associer des métadonnées hyper importants. Il faut que je sois en mesure de faire apparaître le copyright, la légende, etc. Voilà, somme toute assez classique. Je peux organiser mes photos en y ajoutant des tags, etc. Il y a un point qui, à mon avis, est plus intéressant sur cette partie phototech, c'est une fonctionnalité qui a été mise en place, je peux vous montrer rapidement. En fait, quand je vais éditer une photo, j'ai la possibilité de copier, ça c'est assez classique, voilà, je regarde une image, ça va me faire une nouvelle version de mon image, rien de hyper innovant. Moi ce que je trouve sympa c'est ça, c'est la notion de point focal. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce genre de fonctionnalité, mais en gros comment ça marche. Je vais prendre l'exemple d'une photo que je uploadais avec un personnage comme ici, supposons que ce personnage ne soit pas tout à fait centré sur l'image, il soit plutôt décalé sur la gauche ou sur la droite. Bon, j'assigne cette image à un article, évidemment elle va apparaître à plusieurs endroits sur le site, elle va apparaître sur la page article en tant que telle, mais elle va aussi apparaître les listings, sur la page catégorie où l'article est rattaché, sur la page d'accueil, etc. Et potentiellement, sur ces différentes pages, l'image va avoir un format qui va être différent, rectangulaire sur l'article, carré sur la page listing. Bon, ici, en fait, on voit vraiment la tête de ce monsieur décalée à gauche. Si vous mettez un carré, automatiquement le carré va prendre le centre de l'image, le gars il va avoir la tête coupée. Donc c'est un peu dommage, et puis on perd en qualité par rapport à ce qu'on présente à nos utilisateurs. Le fait de définir en point focal, je vais le mettre plein sur le visage, je sauvegarde, et après, qu'est-ce que ça fait? Je vais ajouter cette image au niveau de mon article, une seule fois, une occurrence de cette image-là, automatiquement le système va, sur la base de ce point focal, venir détourer, ils appellent ça resizer finalement l'image au bon format, et vraiment centré sur ce point focal, ce qui fait que je suis sûr que mon gars n'aura jamais la tête coupée sur toutes les pages de nos sites. La grosse différence par rapport à des systèmes peut-être un peu plus anciens ou anciens de manière de faire, c'est que, vous connaissez peut-être ça, mais au niveau de mon article, on va me demander d'uploader 3-4 versions de la même image, mais recadrées différemment. Une version pour l'article, une version pour le listing, une version pour la page d'accueil. Ça fonctionne. Finalement, je vais perdre du temps en computer, alors qu'aujourd'hui, si c'est faire tout seul le travail que je faisais avant. Voilà. Donc, fonctionnalité que je trouve plutôt sympa. Ça vient par défaut, donc encore une fois, je configure mon produit, j'ai aucune ligne de code à produire là-dessus. Tout est fait finalement d'un point de vue contributeur. Ça, c'est tout. Voilà. Je reviens sur l'accueil. Alors, je vais basculer ici, une partie ici. Que je maîtrise un petit peu moins bien, mais je peux vous approcher de moi malgré tout, c'est ce qu'on appelle le vidéo center. C'est un peu l'équivalent du photo center, mais pour tout ce qui va être la vidéo. C'est hyper important aussi pour les médias, parce que vous prenez l'exemple, c'est fait du Washington Post, mais d'autres aussi, de médias qui vont faire, par exemple, du live. Il se passe un événement, je sais pas, la manifestation des Gilets jaunes, ça part en vrille complet, les journalistes sur place filment en direct. Ils veulent pouvoir retranscrire ça sur leur site web. Du coup, ça va se passer dans le Video Center. Au-delà de la gestion classique de vidéo, je vais uploader mon fichier MP4 pour pouvoir l'afficher sur le front. Ce qui est intéressant, c'est que ArcXP va permettre en fait, de s'affranchir de l'utilisation d'un YouTube, par exemple, c'est-à-dire qu'ils deviennent vidéo provider pour leur solution interne
Ça veut dire aussi que de fait, il maîtrise la dimension publicité, c'est-à-dire que du coup, d'un point de vue revenu, au lieu de payer YouTube pour faire apparaître les pubs, je peux faire moi-même, je deviens finalement annonceur et faire payer mes clients pour héberger la publicité sur mon propre site. Encore une fois, les Américains sont très forts, il y a une dimension business ici qui est intéressante. Et puis un autre point qui est intéressant, c'est, je vais vous parler de la partie live, en fait, la possibilité de faire du broadcast vidéo en live, d'éditer, c'est-à-dire je diffuse en live mon contenu, après coup, une fois que ça a été diffusé, que l'événement est terminé, je peux retravailler ma vidéo, sélectionner simplement une partie de la vidéo pour en faire un article derrière. Et ils offrent aussi la possibilité de filmer en direct un événement depuis une application mobile qui va automatiquement streamer sur le site derrière. Donc, ça peut vraiment être cool pour les utilisateurs, en tout cas les clients qui travaillent beaucoup avec la vidéo. Encore une fois, alors c'est des fonctionnalités qui sont, je pense, disponibles sur YouTube. Moi, je peux faire du live, je peux héberger des vidéos. Mais là, vraiment, on a cette dimension d'hébergement en interne, et donc derrière, le côté publicitaire, qui peut être un vrai argument, ça pourra faire une nouvelle chose de revenu. Effectivement. Voilà. Ok, bah écoutez, je vous propose qu'on passe à la partie page builder. Essayer de montrer un petit peu du concret par rapport à la notion de page et de bloc. Le page builder, finalement, c'est le module qui va me permettre de configurer la partie front. Et comme je vous disais tout à l'heure, finalement, la partie front, c'est le gros du travail qu'on est amené à faire avec ArcXP, puisque on va pouvoir construire nos pages et nos blocs comme on souhaite, en s'appuyant sur les blocs qui sont fournis par défaut par Arc, ou bien en créant nos propres blocs. Aussi, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un bloc par défaut, on va en faire un fort, on va le copier et on va le modifier pour l'adapter. Il y a notre style fontaine, donc pourquoi pas même customiser de monter ou de travailler des champs custom au niveau du bloc pour pouvoir gérer l'affichage du titre, pour pouvoir gérer la requête exacte qu'on souhaite faire au niveau de notre exigence. Donc, comment ça se passe dans Page Builder? Il y a deux notions qui sont importantes, c'est la notion de page et la notion de template. C'est classique. La page serait la page unique, typiquement la page d'accueil. Typiquement les pages CMS classiques telles que les mentions légales, telles que les conditions voilà, X, Y. Et les templates, ça va être utilisé finalement pour tout ce qui va être article. J'ai un template article, j'ai 1 million d'articles dans ma base de données, et 1 million d'articles vont passer par ce template-là. Page catégorie, c'est la même chose. Je vais avoir un modèle de template catégorie, et ensuite toutes les catégories vont suivre et utiliser ce template. Donc finalement, je vais être amené, en fonction de mes pages, décider si je crée une page ou un template. C'est facile, et au sein de ces pages et templates, je vais ensuite instancier des blocs, sous forme de déco, que je vais pouvoir ordonner comme je le souhaite. Avant de vous montrer un exemple de page, il y a une dernière notion qui est intéressante, c'est le système proposé par ArcXP pour détecter qu'en fonction de ma typologie de contenu, je vais devoir me diriger vers tel ou tel template. Un article va devoir utiliser le template article et une catégorie ou une section, bien évidemment, le template section. Comment ça se passe? On travaille avec ce qu'on appelle des resolvers. Je vais vous montrer sur un exemple ici qui est déjà mis en forme. Voilà. Je vais vous montrer par exemple un resolver, on va prendre un article. En fait, l'idée c'est de travailler avec des regex qui vont venir analyser l'URL de la page en fonction de paramètres. Donc ici, pour l'article, c'est clairement l'URL parce que chaque article dispose d'une URL. Et une fois que l'URL est appelée, ça passe par cette minimum de regex. La regex est matchée et alors derrière, on configure en fait le template qui va être envoyé. Nous voyons ici typiquement l'article et
configure également l'API qui va permettre de remonter le contenu, ou même l'API correspondant à l'API qui va remonter toutes les informations qui sont propres à un article. Donc ce principe-là est décliné pour tous les types de contenus qu'on va avoir. On parler de sections, de catégories, ça va être valable pour les tags, ça va être valable pour les auteurs par exemple. Chacun de ces éléments-là, on va pouvoir définir des templates différents, des structures d'URL différentes, et à partir du moment où la structure d'URL est matchée, bien ça va dévoiler le template. Pourquoi je vous explique ça? Toute cette configuration, elle peut être faite sans une seule ligne de code à nouveau. C'est-à-dire que moi qui ne suis pas développeur et qui ai la casquette chef de projet, je suis amené à configurer ces éléments. J'ai besoin de créer un nouveau template pour la page d'auteur par exemple. Je vais moi-même créer mon template auteur, je vais moi-même créer mon résolveur auteur. Et la seule intervention potentielle du développeur, ça va être si j'ai besoin d'un bloc spécifique qui n'existe pas encore dans la collection de blocs, quelqu'un pourra le mettre en place pour que je puisse ensuite l'appeler sur ma page. Donc c'est assez sympa et assez ludique finalement, puisque à partir d'interface, on est capable de faire évoluer son site très rapidement. J'ai besoin d'une nouvelle page, j'ai besoin par exemple de créer une page de listing qui va me lister toutes les vidéos de la catégorie politique de mon site. Ce qui est un cas qui m'est arrivé, c'est pour ça que je parle de ça. Je veux créer la page dédiée, j'ai créé le résolveur dédié à partir de tous les éléments que j'avais à disposition. Zéro temps de dev, ça m'a pris peut-être 2 heures à faire en sorte que tout tourne bien. On a créé de nouvelles pages complètes pour le client. Finalement, ça ne lui a rien coûté, parce qu'on a peut-être 2 heures de mon temps. Mais c'est assez cool parce que finalement, si on était sur un Drupal, si on était sur un WordPress ou autre, un PNS c'est relativement vite aussi, pourquoi pas, mais c'est pas du tout la même démarche et potentiellement c'est du temps de dev nécessaire et donc un time to market un peu plus important et du coup plus important pour le client. Voilà. Je vais maintenant vous montrer à quoi ça ressemble donc, une page d'API Builder avec les différents blocs. Avant ça, est-ce que vous avez des questions, des commentaires particuliers? Est-ce que vous voulez que j'insiste sur un point ou un autre? Ça vous semble suivre jusque-là? Ah, c'est cool? Ok. Je vais vous montrer, on va se faire une petite page d'accueil. Donc je vais aller au niveau de nos pages ici et on va regarder la page d'accueil. Alors, comment ça se présente? On a deux parties principales à ce niveau-là. La partie de droite va finalement nous donner la représentation en temps direct de notre page. C'est super cool parce que si je viens modifier la position de mes blocs, ça va être reflété directement, ce qui fait que je vais voir rentrer la page et publier la nouvelle version. Et à gauche, on va retrouver les fameux blocs qui sont organisés en ce qu'on appelle en région. Vous voyez, on a une région navigation pour le nord, une région principale ici avec le bloc LA1, et puis ensuite on a une colonne de droite, on va avoir des régions en pleine page en dessous. Voilà, donc la notion de région, comment ça se passe? Supposons que vous ayez le design de la page d'accueil sous les yeux, il est prêt à être intégré. Vous allez d'abord vous poser la question de comment je vais découper ma page en régions, et notamment pour pouvoir faire le distinguo entre des régions qu'on appellerait pleine page, comme ce bloc que vous voyez ici, et puis des zones qui vont être divisées en deux. Vous voyez, on va avoir une partie à gauche et une colonne de droite. Ici, on est donc sur une région qu'on appelle principale, la colonne de gauche, et puis right ici, qui est la colonne de droite. Alors qu'en dessous, on va retrouver des régions full width, pleine page, voilà, qui vont nous permettre d'afficher les blocs sur la pleine page. Ça c'est important parce que ça structure votre page et les blocs que vous allez ajouter à l'intérieur de ces régions, finalement, vont prendre la largeur qui a été définie pour chacune de ces régions. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de travailler les différents blocs. Et donc je vais vous montrer quelques exemples. Vous voyez déjà que sur cette page d'accueil, si je scroll, on a beaucoup de blocs. Notamment parce que j'ai rajouté récemment des blocs publicitaires, donc on peut intégrer toute la notion de bannière publicitaire finalement directement au niveau de notre page builder. Et si je scroll un peu pour vous montrer, finalement, voilà, on a les bannières, on a ici un bloc qui va remonter des vidéos par exemple.
On va retrouver un bloc sélection de la rédaction où je vais pouvoir manuellement configurer le contenu qui va remonter. On va avoir voilà, par exemple ici un bloc pareil manuel qui va remonter dans les tops de la semaine. Bon, il peut être un peu comme on souhaite. Et puis ensuite, on va avoir des blocs ici qui vont remonter automatiquement du contenu sur la base d'une catégorie. Donc, vous voyez par exemple ici les derniers articles de la catégorie Afrique du Nord. La même chose pour l'Afrique de l'Ouest, par exemple, etc. Donc, c'est décliné par différentes régions d'Afrique. Et puis après, là, je peux m'amuser. Voilà, par exemple, si on monte un petit peu, on va se positionner à ce niveau-là. Hop. Et puis je me dis, tiens, aujourd'hui j'ai envie d'afficher mon bloc top. Parce qu'il est là. En fait, j'ai envie de le passer au-dessus du bloc de la sélection. Parce que je me rends compte que finalement, il est beaucoup cliqué, donc je vais remonter dans la page. Bon, bah, je drag and drop. Terminé. Je sauvegarde la nouvelle version de ma page. Ça y est. Donc, si on essaie de se projeter, de faire le parallèle avec un Drupal par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur Drupal pendant des années, faire la même opération, ça ne se fait pas en 2 clics quoi. Et puis c'est pas à la main du contributeur. Je ne sais pas comment c'est implémenté, mais ce que je cherche à illustrer là, c'est vraiment la simplicité déjà par rapport à l'organisation des blocs, pour le côté modification. Et puis ensuite, je peux aussi très facilement ajouter de nouveaux blocs. Je clique sur ajouter un nouveau bloc, j'ai ici toute ma bibliothèque des blocs qui va faire apparaître en fait 2 choses. Les blocs par défaut de Arc, mais également les blocs spécifiques que nous avons travaillé pour ce projet. On les distingue, vous pouvez voir à la fin, on retrouve le nom ici Arc sur le 360 par exemple. Et puis je peux ajouter par exemple un bloc HTML. On va regarder où est-ce qu'il se positionne tout en bas de la page. Ok. J'ai ici une zone de saisie où je vais pouvoir rentrer mon contenu et automatiquement il apparaît. Je peux utiliser de la mise en forme HTML, c'est l'objectif de ce bloc, bien évidemment, la du texte pour vous montrer. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que je rajoute la partie contenu, automatiquement je vois le rendu tel que les utilisateurs le verraient sur le site en front. Une fois que je suis satisfait du rendu, je publie ma nouvelle version. On a évidemment une création de tâche de quelques minutes, le temps que tout ça se rafraîchisse, et hop, automatiquement, les utilisateurs vont pouvoir voir ma nouvelle version de la page d'accueil. Et donc finalement, si on imagine un responsable du site, par exemple, qui travaille au service marketing, peu de connaissances techniques, même pas de connaissances techniques, à partir du moment où il maîtrise parce que je vous montre là, et puis n'est pas sorcier, modifier de blocs, enfin changer l'ordre, en rajouter de nouveaux. Finalement, j'ai pas besoin de faire appel à la DSI, j'ai pas besoin d'avoir un développeur sous la main. Et je pense que c'est vraiment une des forces de l'outil avec son utilisateur. Ce que je ne vais pas préciser, c'est que du coup, j'ai également la possibilité de voir en direct le rendu responsive. Donc, vous voyez ici, je peux sélectionner sur la base de différents devices. On va se mettre par exemple sur un iPhone. Et automatiquement, ça me donne le rendu de mon site en version iPhone. C'est la même chose qui ce qui me permet vraiment de vérifier sur l'intégralité des différents supports. Après, ça va ressembler. C'est hyper important, notamment sur le mobile, parce que de plus en plus, des domaines de médias, finalement, vous êtes consulté sur mobile. Donc, les utilisateurs vont d'abord regarder le mobile avant même de regarder le site. Leur changement. Voilà, et puis dernier point que je voudrais vous montrer par rapport à ce petit univers, c'est je vais rentrer dans un bloc en particulier. Alors, on va changer de page. Puis on va se rendre sur, par exemple, allez, on va aller au niveau des templates. Et on va se mettre sur une liste de vidéos par section, parce que j'en parlais tout à l'heure. Okay. Si je suis sur une page, tu vas me remonter toutes les vidéos de la section économique. Donc on a ici un bloc qui est un bloc central qui est hyper utile au niveau de notre site. C'est un bloc en fait qui va lister des articles. Donc quel que soit l'emplacement sur le site, on va retrouver ce bloc, il y aura toujours cette tête avec le titre, la description, la date et un visuel. Et ce qui est cool au niveau de ce bloc-là, c'est qu'en fait, on va pouvoir configurer le contenu qu'on souhaite faire remonter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je l'utilise sur une page qui va me remonter des contenus vidéo qui
section filtrée sur la section économie. Mais je vais aussi pouvoir utiliser par exemple le même bloc sur une page auteur. Sur la page auteur, il va me faire remonter tous les contenus écrits par cet auteur, indépendamment de la catégorie, indépendamment du titre. Dans cette cas de figure, on va pouvoir faire, par exemple, sur une page tag, remonter tous les articles qui sont assignés à un tag en particulier, encore une fois, indépendamment des autres auteurs qui sont assignés sur d'autres tags. Tout ça, c'est de l'interface. Notamment, vous voyez ici, j'ai équipé le bloc, on a une partie configuration du contenu, avec à disposition toutes les API qui peuvent être utilisées dans ce bloc-là. C'est ça qui est cool. C'est-à-dire que, au niveau de ce bloc, je vais pouvoir faire remonter, par exemple, au niveau des collections, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des listes d'articles qui ont été définis à la main. Je parlais par exemple du top de la semaine tout à l'heure, j'ai sélectionné mes 10 articles de la semaine manuellement. Tout ça a été sauvegardé dans un objet qu'on appelle une collection. Je vais pouvoir l'appeler des API au niveau de mon bloc pour remonter le contenu. Je vais pouvoir faire la même chose, si vous parlez des auteurs, on a une API qui va nous faire remonter la liste des articles d'un auteur en particulier. Le paramètre qui va être passé au niveau de cette API, c'est bien évidemment le nom de l'auteur, le slot de l'auteur. Et donc tout le contenu va être adapté en fonction. Dans les tags, c'est la même chose. On va avoir ce qu'on appelle des subtags, donc les types vidéo, on peut imaginer, je sais pas, diaporama, on peut imaginer articles standards, interviews, etc. Donc filtrer les résultats de mon blog en fonction de la typologie de mon contenu finalement. Et puis on a aussi la possibilité de filtrer sur des sections. Donc je vais remonter bien les articles économiques, les articles politiques. L'API actuellement utilisée, c'est une API qu'on a appelée section et sous-titres, qui va permettre de faire un croisement de paramètres. Donc avec la section et avec le sous-titre, et offre la possibilité en fait de créer ses propres sources de contenu, c'est-à-dire qu'en travaillant avec les API par défaut qu'ils fournissent, on peut nous dire, moi, dans les API par défaut, ça ne suffit pas, j'ai besoin de créer une nouvelle source de contenu qui va me permettre typiquement de remonter des articles en fonction d'un paramètre section et d'un paramètre sous-titre. Du coup, on a cette possibilité-là, ce qui fait que on est vraiment, on peut très finement gérer le contenu qu'on va faire apparaître sur les site. Donc ça, c'est vraiment sur la partie contenu, et ça va même un petit peu plus loin de ça. On a également une partie, on va refermer la configuration du contenu, et on va regarder la partie promo éléments. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on a tout un tas de checkbox qui vont nous permettre de déterminer quelles informations je vais afficher au niveau du bloc en fonction de celles qui sont disponibles. Et donc typiquement, je pourrais choisir de ne pas afficher les images sur la page de vidéo par section. Ici, on a fait le choix, vous voyez, par exemple, de ne pas afficher l'auteur. L'auteur apparaît, l'auteur est masqué. Et donc ça, c'est valable pour les différents champs que vous voyez apparaître ici. C'est vachement utile parce que, typiquement, bon là, dans la majorité des cas, sur ce site-là, on a configuré de la manière suivante, mais on a certaines pages où le client ne va pas vouloir faire apparaître l'image parce que, en fait, typiquement, au niveau des auteurs, il y a des auteurs qui font des chroniques et qui mettent toujours la même image au niveau de leurs différentes chroniques. Donc, ça serait un peu dommage de toujours afficher la même image sur la liste des articles de cet auteur-là. Du coup, on peut masquer l'image sur la page auteur, et comme ça nous donne un rendu conforme à ce que le client attend. Et encore une fois, j'essaie vraiment de rattacher ça à la dimension méthode, c'est-à-dire que tout ça est administrable. On a développé un composant qui est le blog article liste articles, avec tout un tas de paramètres. On a fait évoluer au fur et à mesure en fonction des besoins, c'est-à-dire qu'on a commencé petit et on a fait évoluer ce composant-là en fonction des nouveaux besoins pour au final avoir une espèce de super composant transverse qui est utilisable sur toutes les pages qui ont besoin de remonter des listes d'articles et qui nous ont évité, c'est ça la finalité, d'avoir développé une liste d'articles pour les auteurs, une liste d'articles pour le tag, une liste d'articles pour blablabla, blablabla, ce qui fait qu'on aurait démultiplié les blocs, on aurait passé plus de temps à développer, ça aurait coûté plus cher, et surtout ça aurait été plus pénible dans l'avenir, parce que supposons que j'ai 5 blocs de la seule et que je fais réguler le style CSS du titre. Je peux le passer en 28 pixels au lieu de 24 pixels. Là, je change une ligne de code, c'est terminé. Alors que si j'avais eu 5 blocs, j'aurais dû, sur les 5 blocs, j'aurais dû tester les 5 blocs
Voilà, ça aurait été évidemment beaucoup plus compliqué. Donc, je trouve que cet exemple-là, c'est vraiment le plus parlant, mais tout ce que je vous raconter est évidemment déclinable à plein d'autres blocs. On va avoir par exemple un peu de blocs de type codage. Et du coup, en fonction de ma page, je vais pouvoir à chaque fois utiliser le même bloc pour définir le contenu, le titre en tant que tel va être extrêmement différent. On va pouvoir, tout ce que vous voyez sur le page ici est entièrement configurable, hein, ça va du header jusqu'au footer. Je peux appeler les différents menus, je peux configurer mon header, mon footer. On a des API qui nous permettent de remonter le contenu, on le met en forme comme on le souhaite, on le sert aux utilisateurs, et puis terminé. Est-ce que ça me semble clair sur le principe général? Est-ce que ça se parle? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le principe que vous travaillez déjà sur les autres outils précédemment? Oui, WordPress a aussi un éditeur comme ça qui est similaire, effectivement. En fait, je maîtrise pas le WordPress, mais je ne sais pas si dans cette même approche on a découpé comme il faut. Mais en tout cas, sur l'interface visuelle, c'est vrai qu'on s'en rapproche. Ok, donc voilà le grand nombre de la partie contributeur. Pour résumer, je crée mes briques, je les empile comme je souhaite, dans mon petit logo. Je configure chacune de ces briques pour appeler le contenu qui m'intéresse. Et ça me permet donc, sans faire appel à des développeurs, des techniciens, en travaillant évidemment avec ce que j'ai à disposition, je viens de créer une page, de le mettre à disposition des utilisateurs et de le mettre à votre Une dernière partie, peut-être, si c'est bon pour vous, que je peux vous parler. En fait, je l'évoquais tout à l'heure, de plus en plus de développeurs vont utiliser XPB, le digital en général, en tant que source première de création et de diffusion de contenu. Historiquement, j'ai pris mon article pour le journal papier et après je l'ai réécrit, j'en fais un côté-collé pour le mettre sur mon site web. Tout le monde travaillait comme ça avant Aujourd'hui, on est complètement dans la démarche inverse, c'est-à-dire que le CMS devient le point d'entrée et va servir finalement de hub de diffusion à nos différents canaux. Que ce soit le canal historique print, également les applis mobiles, éventuellement tout ce qui va être les agrégateurs de news, par exemple, un flipboard, de news, etc., assez classique. Et donc, de fait, je vais rédiger mon article dans Page, en l'occurrence. En fait, je suis en mesure de l'exposer à les différents autres canaux, le tout en un minimum d'effort. Je n'ai pas envie de m'embêter à retaper mon article, je n'ai pas envie de le ressaisir dans un autre article, etc. Donc, Arc propose en fait toute une brique, ils appellent ça l'information, ils appellent ça outbound feed. Si on va le traduire, c'est vraiment les flux sortants, si vous voulez, votre modèle. Et donc, qui va nous permettre d'exposer les données des articles, c'est de ça dont on parle, sous différents formats, du XML, du JSON, du format texte, tout en jouant uniquement avec de la configuration. C'est-à-dire que, à partir du moment où on est OK pour travailler avec le format de données proposé par Arc, ce sera donc un outil externe de s'adapter à ce format-là de la base vers Arc. Mais si on prend le postulat que je suis capable de m'adapter au format de données de Arc, c'est-à-dire le champ nom d'article s'appelle title, le champ ID s'appelle ID, j'ai pas besoin de changer ça. Alors, de la même manière, sans développement, je suis capable d'exposer l'intégralité des données qui vont alimenter mon flux React. Je vais pouvoir mettre à disposition sous forme d'API pour être, par exemple, intégré sur une application mobile. De manière à pouvoir brancher mon appli mobile, que ce soit du natif iOS, du natif Android ou bien du React Native, on s'en fout. Le tout c'est, la donnée est disponible, je suis capable de la consommer depuis mon application et donc de servir les mêmes articles sur mon appli mobile que sur mon site web. Donc, si on se met dans la peau du média qui bascule vers la solution, on va avoir évidemment une phase de migration
pour son site web, migrer ses articles existants de son site web vers art, construire le front-end de art, donc ça c'est toute la partie vraiment accès web, mais il va également devoir brancher des API de art sur son appli mobile s'il ne veut pas perdre finalement l'alimentation d'entreprise. Il y a du boulot côté application mobile, parce qu'à partir du moment où je m'interface avec un nouveau système, il faut vraiment le mettre en place. Mais côté art, c'est exactement la même chose que ce que je vous expliquais avec les templates et les réservoirs. Je vais vous montrer très rapidement. On va avoir des environnements dédiés qui s'appellent donc Outbound Feeds. Et je vais pouvoir créer finalement, c'est vraiment l'équivalent du code builder. Je vais pouvoir créer des templates et en l'occurrence on utilise un seul ici je crois qui s'appelle AMS. Et je vais plutôt vous montrer les réservoirs. En fait, au niveau des réservoirs, voilà, je vais créer la regex qui va me permettre de dire si je passe tel ou tel regex, comme ici par exemple, je vais donc récupérer tous les articles d'un tag en particulier. Vous le voyez ici, donc j'utilise derrière la colonne de tag. Le paramètre qu'on appelle tag select, ça va être l'identifiant du tag. Et donc via URL, je vais taper mon URL en gros slash API slash tag et slash du tag. Ça me renvoie toutes les données au format design, préformatées par arc. J'ai juste à les intégrer au niveau de l'appli mobile et terminé. Donc c'est un gain de temps qui est vachement important parce que du coup, encore une fois, pour le dire à nouveau, toutes les API qui me permettent d'alimenter mon front, je vais pouvoir les mettre à disposition pour un système tiers. Je vais donner l'exemple de l'appli mobile. Ça va être valable aussi notamment pour la partie print. Envoyer, alors là pour le coup ça serait des articles qui seraient sélectionnés, on va pas envoyer l'intégralité des articles vers le journal print parce qu'il y a beaucoup plus d'articles sur la web que dans le journal, mais je peux mettre en place du coup des triggers qui vont dire cet article en particulier va partir vers le journal, va être sélectionné dans l'outil d'édition print, qui peut être travaillé éventuellement dans une mise en page. Mais encore une fois la source de vérité quelque part restera au CMS, donc je gagne du temps dans ma production éditoriale. Je peux évidemment vous montrer des exemples, on pourra en parler pendant super longtemps. Mais en tout cas, j'espère avoir évoqué ce qui me semblait être le plus intéressant. En tout cas, par rapport à la partie, je dirais, contributeur final, de rappeler qu'est-ce que ça permet et quels sont les points pour les utilisateurs finaux, les clients, mais également d'un point de vue comment on fait GoSmile pour associer à des outils pour configurer. Tout le temps, pour conclure avec ça, c'est que très bien considéré, on utilise uniquement le blog fourni par Arc et on travaille dans ce contexte-là. On profite d'ailleurs, je ne sais pas quel texte ça va avoir, parce que moi je ne sais pas, mais je vous montre rapidos. En fait, au niveau de mon page builder, oui, en fait, je vais avoir des pages de test qui vont remonter, par exemple, ici, tous les blocs par défaut de Arc. Je ne sais pas du tout s'ils vont être correctement alimentés ou pas, peu importe, à la limite, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici, la liste est quand même relativement importante. Ça, c'est la page de debug. Vraiment, quand on a l'instance qui est disponible par défaut, tac, qui nous permet de voir à quoi ressemble l'intégralité des blocs. Et on en a quand même un bon paquet. Évidemment, là, le contenu n'est pas adapté, donc c'est pour ça qu'il y a des erreurs, mais là où je veux en venir, c'est que vous pourrez très bien considérer qu'avec un minimum d'efforts de développement, on peut créer ce site web uniquement en travaillant avec ce Arc fourni par défaut. Maintenant, la réalité, c'est que bien évidemment, on va vouloir appliquer notre propre design, notre propre style, etc. Donc ça va nécessiter un travail de web. Développement front-end React, j'ai pas besoin de m'embêter avec des backends. Hormis, c'était une phase de migration avec jamais date. Mais sur le fond, en tout cas, voilà, c'est moi qui place mon propre curseur, c'est ça que je cherchais à dire, d'un point de vue effort que je peux mettre sur le développement. Ça va dépendre de jusqu'où je souhaite pousser la personnalisation graphique, jusqu'où je souhaite pousser la création de blocs spécifiques qui ne sont pas partie de la liste par défaut de Arc.
finalement, c'est ça qui va me permettre de scaler mon projet. Donc, on peut faire du très simple et du très rapide. Je pense que, honnêtement, si on reste sur ce que Art propose par défaut, allez, franchement, en un mois, on peut lancer un site assez complet. Un mois, en l'ayant bien testé, etc. Et puis, si on part sur un truc beaucoup plus compliqué, bah, après, voilà, ça peut vraiment prendre plus longtemps, tout va dépendre de la volumétrie. On peut parler de plusieurs mois, voire même éventuellement jusqu'à une année, j'en sais rien, pourquoi pas, si on a des éléments qui sont un peu plus compliqués d'un point de vue. Je suis le temps un petit peu, je vois qu'on arrive au bout, j'espère que vous avez appris des trucs, en tout cas, je n'ai pas été trop mauvais. Je suis pas habitué à faire cet exercice-là, mais c'est plutôt cool, je peux beaucoup apprécier, j'espère que vous aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je n'ai pas exactement dit sans coder pour créer l'API, j'ai dit sans coder pour ensuite pouvoir l'utiliser au niveau du web. Par contre, bien évidemment, si je souhaite déclarer ma propre source de contenu, voilà, moi non développeur, je ne vais pas pouvoir le faire moi-même. Mais en revanche, automatiquement, une fois qu'elle est mise à disposition, elle va pouvoir apparaître au niveau des différents blocs. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de repasser sur chacun des blocs pour dire rajouter cette source-là de contenu que je viens de écoute, honnêtement, sur la partie création de contenu, en fait, on a des exemples, Art met à disposition son guide avec les exemples, où tu peux en fait forquer la source de contenu, tu peux ajouter tes propres paramètres, et puis ensuite, par une petite bouche, c'est disponible, et après tu les exploites au niveau de ton React. Pour rentrer dans le détail de exactement ce que ça va répondre, en tout cas, je sais que c'est la méthode que j'utilise, on va toujours s'appuyer sur ce que Art demande par défaut, et ensuite essayer d'adapter. Et évidemment, le truc que tu ne peux pas faire, si tu cherches à faire une requête très compliquée au système super j'ai pensé de manière de travailler. Superposer des blocs? Qu'est-ce que tu appelles superposer des blocs? Alors je te montre un exemple, si c'est ce que tu as en tête, je vais aller par exemple ici. Quelque chose comme ça. Alors c'est possible, mais ici on a dû travailler en fait une région dédiée qui va en fait, en gros c'est un peu fake parce que on va avoir au niveau du premier bloc, tu vois, l'élément de fond comme ça. Donc c'est possible, tout dépend un peu de ce que tu cherches à faire bien évidemment, mais là pour le coup ouais, ça fonctionne. Non, bien évidemment, parce que là c'est sur le traitement front-end spécifique, tu cherches à faire quelque chose que l'outil ne propose pas par défaut, donc c'est à toi de rajouter ta petite surcouche de front pour gérer ça. C'est pas magique non plus, hein, pour le coup, à ce niveau-là. Non, c'est bon, tu peux encore. Allez, 10 minutes. Ouais, avant la prochaine. T'as tout compris? Ok. De toute façon, écoutez, merci d'avoir participé. C'est cool d'avoir un petit peu de temps. Si ça vous intéresse d'en discuter plus en détail, n'hésitez pas à passer nous voir. On est en bas là pour l'instant. On va peut-être. Je vous en prie, avec plaisir.